Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, on accueille la journaliste Justine Rex. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste à Vice. Vous publiez votre première enquête. Félicitations. Ça s'appelle La poudre aux yeux. Enquête sur le ministère de l'écologie. C'est publié chez Lattès, le ministère où il y a peut-être le plus fort turnover de ministres depuis sa création. Le ministère qui a aussi, on en parlait à l'instant hors antenne, changé de nom extrêmement souvent. Et enfin, le ministère qui a été qualifié par son premier ministre, son tout premier ministre de l'écologie, de ministère de l'impossible. Tiens, on le sait pas forcément, c'est Robert Poujade, l'ancien maire de Dijon, à ne pas confondre avec Pierre Poujade, dont on a gardé l'expression poujadisme, qui était le premier ministre de l'écologie. À l'époque d'ailleurs, on se penchait plus sur le bruit en pleine 30 glorieuses. Une des spécialités de Poujade, le premier ministre de l'environnement, c'était de lutter contre le bruit, parce qu'on se rendait pas forcément compte qu'on respirait les pots d'échappement. En revanche, on savait déjà que les voitures, tout le monde en avait une, ça faisait beaucoup de bruit. Comme quoi, ce ministère a énormément changé. Oui, que ce soit les noms ou même les fonctions aujourd'hui des ministres, c'est passé de, en effet, écologie, environnement, transition écologique et solidaire. C'est vrai que du coup, ça nous montre bien aussi qu'ils savent pas forcément ce qu'ils veulent mettre dedans et que constamment le ministre change non seulement du coup de titre, mais aussi de fonction concrètement de ce qu'il va faire. Et notamment d'attribution. Est-ce que le ministre de l'Environnement, on va l'appeler comme ça par simplicité, a toutes les attributions qu'il devrait avoir pour s'occuper de l'environnement en France? Ça, on va en parler. D'abord, j'aimerais qu'on revienne sur ceux qui travaillent dans ce ministère. Vous les avez rencontrés, ils sont très nombreux. Ces hauts fonctionnaires, vous vous dites et vous rappelez qu'ils ont souvent une formation d'ingénieur. Ça change quoi ? Ça change beaucoup de choses en fait, parce que globalement ils viennent de Polytechnique, ils sont ingénieurs de formation et généralement ils ont une vision de l'écologie qui est résumée au progrès. Donc tout simplement la science va nous sauver et les scientifiques sont en train de trouver des solutions. Il y a une réponse à tout. Oui, exactement. Sauf que concrètement, déjà les solutions sont assez inquiétantes. C'est on va essayer de reprendre le CO2 pour le retransformer, des choses qui aujourd'hui en fait sont plus de la science-fiction que des choses qui existent concrètement. Et on a déjà de nombreux pays, y compris le nôtre, qui sont impactés par les effets du réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, il serait plus malin d'arrêter de penser au progrès, même si bien entendu, heureusement, la science va aussi nous aider, mais aussi penser à des solutions concrètes aujourd'hui et pas sans cesse remettre au lendemain. Quelles pourraient être les solutions ? On va en parler d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une réponse au changement climatique ? Est-ce qu'on peut d'ailleurs empêcher sa survenue ? D'ailleurs, on est de plus en plus en droit d'en douter quand on lit les rapports du GIEC. On va être amené à en parler. Mais je reviens quand même sur ce profil d'ingénieur, parce que vous dites qu'il croit au progrès. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, si on est écolo, on ne croit plus au progrès aujourd'hui ? Alors, c'est le reproche qu'on pourrait vous faire. Alors moi je suis pas écolo, je suis journaliste, mais je n'ai pas cette impression. Mais dans le sens où ce que j'ai analysé, c'est que aujourd'hui il y a une vraie distinction au niveau des formations. C'est-à-dire que on va avoir les ingénieurs à qui on explique quand même, ils ont des cours consacrés à l'écologie, ce qui est quand même pas le cas des énarques, c'est déjà bien. C'est vrai. Et eux, on leur annonce quand même que l'écologie, il faut vraiment le voir sous le prisme de la science et on va trouver des solutions. Et aujourd'hui, il faut pas forcément changer de notre manière de vivre, mais plutôt juste espérer qu'on va trouver une solution. Et de l'autre, on va avoir des énarques qui, jusqu'à cette année 2022, n'avaient aucun cours de formation à la politique environnementale. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a 100 élèves de grandes écoles qui ont signé une pétition sur Le Monde et qui demandaient tout simplement à avoir ne serait-ce qu'un cours. Donnez-nous un c'est cours. Ça, exactement, un cours à l'écologie. Et attention, l'écologie, c'est pas être militant, c'est juste être informé, par exemple, sur la science, savoir ce qui va se passer, exactement, de ce qu'on peut faire. savoir comment ça se passe et quels sont les enjeux. Quels sont les enjeux ? Je précise d'ailleurs qu'en tant que journaliste, ça c'est important pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, vous avez été amené à couvrir le mouvement des Gilets jaunes, vous avez collectionné les ronds-points, on peut le dire ainsi, et on se rappelle que le mouvement des Gilets jaunes est né de la perception par les Français de l'arrivée d'une nouvelle taxe écolo. On va en parler. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est justifié ? Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur la politique et plus précisément sur la politique politicienne. On l'a dit en ouverture, 19 mois en moyenne, c'est la durée de vie du ministre de l'écologie. Pourquoi ? C'est extrêmement court. Il faut savoir que c'est vraiment l'un des ministères où les ministres se succèdent le plus. Il y a même un record qui est Nicole Bricq qui est resté quand même un mois. Hollande. Exactement, ce qui est resté 1 mois et 2 jours. C'est quand même assez dingue. Elle avait voulu suspendre les forages de Shell en Guyane. Exactement. Et c'est Shell qui a eu sa peau. Exactement.
Comment donc ça s'est passé? Les lobbies. Concrètement, alors aujourd'hui, ce qui est très drôle, c'est que tous les membres du ministère ne s'expriment pas sur le cas Nicole Bricq, comme si vraiment c'était un cas où on préférait ne pas en parler, mais on sait que du coup, elle a quand même été limogée. Ouais. Ce qui a été le cas aussi d'ailleurs la personne qui a suivi Nicole Bricq, qui est Delphine Batho, qui pareil est restée quand même un peu plus longtemps, environ 1 an, et qui a osé critiquer à la radio, comme on le fait actuellement, du coup son budget, et le soir même elle a sauté, comme on le exactement. dit. Ainsi, bon, alors après il n'y avait pas que ça, hein. Effectivement elle était en mauvais terme avec le reste du gouvernement. C'est assez paradoxal ce que vous dites, quand, et vous le rappelez aussi, on sait que le ministre de l'écologie, appelons-le toujours comme ça par simplicité, il est souvent un des mieux placés dans l'organigramme du gouvernement. Oui. Aujourd'hui ça dépend du Premier ministre, avant personne ne s'est rendu compte que Barbara Pompili était numéro 2 du gouvernement. Ça sert à quoi? Pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en effet, quand on va sur le site du gouvernement, quand on regarde l'organigramme, oui, en numéro 2 ou en numéro 3 ces dernières années, c'était toujours le ministre de l'écologie. Et concrètement, il ne se passe pas grand-chose. Globalement, normalement, ça devrait être du coup le ministre de l'écologie qui a plus de poids que les ministres qui sont en dessous de lui. Qui est ministre d'État, très souvent. Mais c'est pas le cas. Ses prérogatives, ça devrait être quoi si on reste sur le protocole? Il devrait pouvoir donner des ordres à d'autres, ou il a davantage d'informations que les autres? Normalement, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que on a ce qu'on appelle les réunions interministérielles. Oui. Quand il y a un conflit entre 2 ministres, on se réunit autour de la table pour en discuter. Et s'il n'y a toujours pas vraiment une entente qui est trouvée, c'est le Premier ministre qui tranche. Sauf qu'aujourd'hui, c'est jamais l'écologie qui l'emporte, et c'est très souvent Bercy, donc l'économie, ou l'agriculture, qui sont les 2 grands ennemis de l'écologie, qui sont du coup soutenus par le Premier ministre. C'est ça, et c'est pourquoi c'est assez difficile. Vous racontez une anecdote assez croustillante. Vous avez interviewé notamment François de Rugy, qui explique que dès qu'il arrive, il se fait piéger, ou plutôt ses collègues de Bercy tentent de le piéger. On peut rappeler cette anecdote? En fait, lui raconte tout simplement qu'à peine arrivé, on lui fait croire, en fait, il raconte pas exactement sur quel sujet en particulier, mais on lui fait croire qu'il y a un texte en ce moment qui est en cours de négociation, et que avec le précédent ministre de l'écologie, donc Nicolas Hulot, il s'était accordé pour faire quelque chose ensemble, quelque chose qui n'était pas du tout normalement positif pour le ministre de l'écologie, et lui a bien sûr senti qu'il y avait une sorte de roublade. Politique, exactement. Il a failli en fait monter au front pour porter une mesure qui n'aurait pas servi à grand chose, et qui n'était même pas la sienne. Bercy, pourquoi Bercy commande? Quelles sont concrètement les relations entre le ministère de l'écologie et le ministère des Finances? Généralement, elles sont pas bonnes, tout simplement parce qu'il y a des visions qui sont assez étriquées. Donc écologie égale long terme, économie généralement on est sur du court terme, on veut faire des économies. L'écologie coûte très cher, on voit pas à la fin d'un quinquennat vraiment des avancées. Exactement, on aimerait qu'il y ait le pouvoir d'achat, le chômage, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, l'écologie, c'est vrai que si la planète va mieux, ça se verra pas dans 5 ans. Exactement. Donc du coup, ça ne rapporte pas grand-chose politiquement. Mais ça veut dire quoi des mauvaises relations entre deux ministères, par exemple, sur des cas concrets? On peut prendre un exemple? Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les arbitrages, on va coincer sur les arbitrages? Alors moi, je pense à un cas en particulier qui est très intéressant, c'est les néonicotinoïdes. Donc presque un gros mot, mais en fait c'est un pesticide tueur d'abeilles qui est vraiment le plus gros pesticide utilisé en France. Et faut savoir que ce pesticide avait été interdit. Sauf problème, on se retrouve avec une grosse crise avec la betterave, où les agriculteurs en fait sont bloqués, puisqu'ils ont des pertes faramineuses, à peu près 30% de leur production. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas investi pour leur trouver des solutions. D'un coup, on arrête des pesticides, mais on n'investit pas du tout. Pas de solution concrète et de rechange. Et donc du coup, ça, c'est un exemple de conflit entre Bercy, par exemple, et l'écologie. C'est plutôt entre l'agriculture et l'écologie, là. Alors là, du coup, c'est Bercy plus agriculture plus écologie, dans le sens où, bien entendu, on va dire que ça, forcément, on a besoin de nos agriculteurs, donc il y a l'économie, plus bien sûr l'agriculture qui s'allie pour faire face à l'écologie, qui est obligée du coup de plier les chines et de dire on réintroduit les néonicotinoïdes. Très bon exemple. Alors j'avais pas prévu de faire cette transition si vite, mais les néonicotinoïdes, leur interdiction avait été soutenue notamment par un groupe parlementaire qu'on appelle le groupe Chasse. Ça avait surpris. C'était sous Nicolas Hulot. D'ailleurs, la Fédération des chasseurs avait beaucoup communiqué en disant, vous voyez, nous aussi, on est les premiers écologistes de France. J'aimerais qu'on dise un mot, on a parlé de lobbyistes, sur une personne qu'on reçoit beaucoup qui s'appelle Thierry Coste, qui est le lobbyiste, ils sont présents comme tel, de la Fédération des chasseurs. Lui,
il a presque autant de pouvoir qu'un ministre. Ah, complètement, j'aurais même envie de dire peut-être plus. Et vous l'avez confirmé. Oui, j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Au moins, il est très clair sur son statut, ce qui n'est pas le cas de tous les lobbyistes. Il faut savoir qu'il est conseiller de tous les présidents depuis Mitterrand, quelle que soit l'orientation politique. Quelle que soit leur couleur, ce qui dénote une certaine capacité d'adaptation. Mais c'est quoi le pouvoir d'un homme comme lui, par exemple, c'est lequel? Parce que il peut demander des têtes. Il peut demander des têtes, mais comment il fait pour les obtenir? Parce que tout le monde demande des têtes, les Français adorent demander des têtes. Comment il fait pour obtenir la tête de tel ou tel ministre? Alors généralement, c'est le principe d'un lobbyiste, c'est il est persuasif et généralement il amène des chiffres, des infos qui disent si tu gardes telle personne, ça va t'amener tel et tel problème. Voilà. Donc lui n'a pas hésité à me dire en interview, j'ai déjà demandé des têtes et ça me paraît normal. Et j'ai déjà interviewé des ministres qui ont même préféré être anonymes en parlant de Thierry Coste en disant ah oui non mais Thierry Coste j'en ai peur. C'est impressionnant de se dire qu'aujourd'hui on a un lobbyiste qui est là lors de réunions entre ministres, ça ne devrait pas être le cas. Et qui n'est pas caché, en tout cas, qui ne s'en cache pas. Oui. Alors, pour ceux qui s'en souviennent d'ailleurs, c'était la raison, l'une des raisons de la démission surprise de Nicolas Hulot, qui avait découvert la présence de Thierry Coste à une réunion. Il s'en était longuement expliqué, les deux, et d'ailleurs, y compris sur Sud Radio. Restez avec nous. Qui sont les lobbyistes? Comment fonctionne un lobby? Est-ce qu'une ONG, d'ailleurs, peut être qualifiée aussi de lobby? On va en parler, puisque les organisations non gouvernementales écologistes aussi sont nombreuses et vous les avez aussi énormément interrogés. Restez avec nous, Justine Rex. Oui, dans un instant, on continue cette interview passionnante avec Justine Rex, auteur de ce livre, La poudre aux yeux de l'enquête sur le ministère de l'écologie. Mais cette fois-ci, c'est vous qui allez faire l'interview. Vous continuez de nous appeler, bien sûr, comme d'habitude, au 0826 300 300. Et puis, vous continuez à nous poser vos questions sur le YouTube de Sud Radio, sur le Facebook, sur le Twitter, @Sud Radio, #Berkoff dans tous ces états. Restez bien avec nous, à tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio, on continue dans Berkoff dans tous ces états avec Justine Rex qui est avec nous, cette journaliste auteure de La poudre aux yeux, enquête sur le ministère de l'écologie. C'est publié aux éditions JC Lattès. Et puis avec vous au 0826 300 300. Berkoff dans tous ses états, midi 14h, Jean-Marie Bordry. Le ministère de l'écologie ou alors le ministère de l'impossible, comme le disait le premier ministre de l'écologie, de l'environnement plus précisément, c'était son titre à l'époque, Robert Poujade. Pourquoi ce ministère a-t-il tant de mal à exister parmi les autres? Eh bien, on continue à en parler avec notre invité. Justine Rex qui est avec nous. On parlait de la chasse, on parlait des relations entre les chasseurs et l'écologie. D'abord, pourquoi il y a conflit? Ça va pas forcément de soi. Pourquoi il y a conflit entre le ministère de l'écologie et les questions qui concernent la chasse? C'est quoi le rapport de force et c'est quoi les enjeux? Alors aujourd'hui, il y a vraiment, au sein de l'écologie, je ne parle pas vraiment du parti Europe Écologie Les Verts qui généralement est contre la chasse. Au sein de l'écologie, généralement, il y a une lutte contre surtout la chasse traditionnelle qui est vue aujourd'hui comme des pratiques considérées comme barbares. La chasse à courre par exemple. Exactement. Donc c'est ce genre de point où il y a toujours friction et tension. Après, pour ce qui est de la chasse en temps normal, heureusement le ministère de l'écologie sait qu'il y a un intérêt à la chasse en général. Donc là, il n'y a pas de position de principe au sein du ministère de l'Environnement, du Développement durable ou de la Transition écologique sur la chasse. En revanche, c'est un ministère qui a dans ses attributions la protection de la biodiversité. C'est là que c'est important. Pourquoi, dans ce cas-là, la chasse a besoin de faire tant de lobbying? Puisqu'on en parlait à l'instant, Thierry Coste, qui est le conseiller politique, c'est son titre exact, de la Fédération nationale des chasseurs, est un des meilleurs ou des plus puissants lobbyistes de France. Qu'est-ce qu'il va chercher à chaque fois à obtenir? Alors généralement, ça va être par exemple les réductions pour le permis ou ce genre de choses, puisqu'on voit bien que ce soit de la part des ONG écologistes ou des Français, il y a une tendance à être contre la chasse et forcément, on sait très bien que les gouvernements vont suivre aussi ces tendances-là. Donc c'est important pour les lobbyistes d'avoir toujours un représentant d'intérêt, le mieux placé, bien sûr, du coup c'est Thierry Coste, comme on vient de le dire. Alors parlons du lobbying en temps normal, vous l'avez remarqué d'ailleurs, le lobbying, c'est un terme qu'on peut utiliser dans le langage de tous les jours et qui ne concerne pas forcément des entreprises. Il y a des organisations non gouvernementales qui font du lobbying. Alors quelle est la différence, par exemple, je vais caricaturer volontairement, entre Thierry Coste et la personne de Greenpeace qui va être reçue par le ministre? Généralement, c'est leur financement.
Donc il va y avoir des ONG qui sont indépendantes, d'autres qui le sont moins. Moi je pense par exemple à la fondation Nicolas Hulot, qui maintenant ne s'appelle plus comme ça, qui à l'époque de Nicolas Hulot a quand même eu des financements très douteux, type Vinci, Duracell, qui sont quand même considérés un petit peu comme des pollueurs, donc forcément ça fait un petit peu greenwashing. Mais généralement la différence c'est quand même les financements, mais les ONG peuvent être considérées comme des lobbies verts. Et par exemple une des anciennes ministres de l'écologie que j'ai interviewée, Corinne Lepage, disait on n'a pas assez de lobby vert. Il n'y a pas assez de lobby vert. Parlons du financement en général. Vous revenez sur la Fondation pour la Nature et l'Homme. C'est le nom de la Fondation Nicolas Hulot. Ce sont les mêmes initiales. En quoi ça pose problème, ça peut poser problème d'être financé par des entreprises comme Vinci dans le BTP, ou d'être financé par EDF par exemple, et qui a des centrales nucléaires, ou d'être financé par Duracell? Il est évident que quand va venir une problématique autour par exemple de Vinci Autoroute, probablement que FNH ne s'intéressera pas à cette problématique et n'en parlera même pas. Donc là, c'est vraiment les questions d'indépendance qui se posent. À l'inverse, quand on regarde par exemple l'ONG la plus célèbre et les pionnières, Greenpeace, qui finance Greenpeace aujourd'hui? Aujourd'hui, Greenpeace, alors le souci c'est qu'il y a des Greenpeace dans le monde entier. C'est ça. France, et ils sont pas pareils du tout. Exactement. Par exemple, Jean-François Julliard, qui est le directeur de Greenpeace France, me racontait que Greenpeace Allemagne ne fonctionne pas pareil. C'est-à-dire qu'ils sont invités par le ministère de l'écologie. Il m'a dit ce qui n'arriverait jamais en France. Invités par le ministère de l'écologie, c'est-à-dire pour des réunions beaucoup plus souvent que ce qui peut arriver en France, parce qu'on les invite aussi en France, mais généralement c'est 1 à 2 fois par mandat, et généralement ils sont même invités pour des repas. C'est des relations qui sont beaucoup plus proches. Ça veut dire qu'ils sont plus puissants en Allemagne qu'en France? On peut se dire ça. C'est quoi concrètement les relations entre le ministère et Greenpeace aujourd'hui, par exemple? Elles sont très mauvaises. Elles sont mauvaises aujourd'hui. Alors ça dépend vraiment du ministre, dans le sens où par exemple Nicolas Hulot, du fait qu'il était proche des associations, il les connaissait déjà, il les a rencontrés plusieurs fois. Mais par exemple, il y avait des ministres qui refusaient presque catégoriquement de les voir plus d'une fois. Ils le font une fois, type Ségolène Royal, hop, c'est fait, j'ai vu Greenpeace, et puis plus jamais, parce que ils sont considérés, désolé pour le mot, comme les emmerdeurs de service. Donc c'est pas dans leur intérêt. Jamais content. Et ils n'ont pas de compte à rendre aux ONG. Donc finalement, on les voit et puis comme ça, on ne me reprochera jamais de les avoir, pas les avoir rencontrés. Et puis voilà. Et ensuite, on passe à autre chose. Parlons peut-être aussi des entreprises. On a parlé plutôt de Madame Brick, qui a fini par être limogée après quelques semaines parce qu'elle était entrée en contact avec, elle était entrée en conflit avec Shell. Parlons aussi de Ségolène Royal, qui elle a failli se faire prendre les doigts dans le pot de Nutella. On peut raconter cette histoire ou pas? C'est quand même une histoire assez drôle, malheureusement. En fait, du coup, Ségolène Royal a osé critiquer le Nutella en interview à la télé sur Quotidien, où elle dit il faut arrêter de manger du Nutella. Ce qui n'est quand même pas déconnant de la part d'un ministre de l'écologie, étant donné qu'il y a l'huile de palme. On sait que c'est lié maintenant à la déforestation. Nutella n'est même pas français. Et puis s'ensuit une polémique pas possible sur Twitter où tous les politiques italiens se mettent à tweeter en disant ce soir je mangerai Nutella. C'est un trésor national. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'emplois en Italie, pardon. Bien sûr, c'est Ferrero. Exactement. Et puis finalement, Ségolène Royal se rabaisse clairement sur Twitter en disant oui au progrès, le fameux progrès, oui pour le Nutella, c'était une boutade, ce genre de choses. Et alors pourquoi? Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Est-ce qu'elle a eu un coup de fil du président de la République, ou est-ce qu'elle s'est dit non, en fait j'aime le Nutella, ou il y a trop de Français qui aiment le Nutella? Alors n'oublions pas, qu'est-ce qu'il y a dans le Nutella? Donc l'huile de palme. Qui produit du Nutella généralement, l'huile de palme, généralement, c'est Total. C'est donc l'un des plus gros lobbies en France. Et donc, vous pensez qu'il y a eu un lien de cause à effet entre les excuses de Ségolène Royal et la puissance de Total? C'est probable. Après, ça peut être aussi de l'autocensure. Pourquoi pas? Parlons de Total. Bon, c'est le géant pétrolier français. Quel est le pouvoir réel de Total en France, politiquement parlant? Aujourd'hui, on sait qu'il y a des réunions. Le problème, c'est pas qu'elles existent, ces réunions. C'est qu'elles sont. On a un grand manque de transparence aujourd'hui autour des lobbies en France, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays. On n'est même pas forcément obligé d'inscrire sur un registre quand on va rencontrer un lobbyiste. Il y a des dîners, ce genre de choses. Ce qui fait que aujourd'hui, pour le public, on a
vraiment cette impression de politique qui... On nous cache tout, on nous dit rien et on fait tout dans notre dos. Alors parlons-en, puisqu'après tout, le lobbying, c'est quoi? C'est aller voir un ministre et lui dire si tu fais ça, c'est pas bien, je préfère que tu fasses ceci. Ça, concrètement, c'est la vie de tous les Français. Si on croisait un ministre, on lui dirait de faire ceci plutôt que cela. Donc pourquoi ça pose problème? C'est la transparence le problème plus que le lobbying. Alors qu'en fait, finalement, c'est pas tant ça les lobbies. Ouais. Finalement, en effet, on a la vision de l'homme en costume qui vient corrompre avec sa petite valise pleine de sous, alors que finalement, c'est des représentants d'intérêt comme les autres. C'est même important finalement quand on a un projet de loi de savoir qui ça va impacter. C'est ça. Quelle entreprise devra changer, par exemple. Est-ce tel emploi va être impacté? Combien de personnes vont perdre leur emploi? Ce genre de choses. Donc aujourd'hui, le problème, c'est pas qu'ils existent. Le problème, c'est quand en fait l'intérêt particulier est au-dessus de l'intérêt général. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la transparence. Et en France, on est moins transparent qu'ailleurs. Ça se mesure. Oui, complètement. Si je suis en Allemagne et que je dîne avec Total, par exemple, je suis obligé de le rendre public. Oui, quand on a François de Rugy, par exemple, qui a des repas avec certains lobbies et en fait on apprend des mois plus tard grâce aux journalistes, c'est un véritable souci, alors qu'en fait on pourrait quand même être beaucoup plus transparent, avoir des registres et tout indiquer. Aujourd'hui c'est pas faire un procès verbal, écrire ce dont on a parlé par exemple et révéler au public ce qu'on a abordé. On va continuer à en parler et on va parler des gilets jaunes maintenant. Pourquoi l'écologie passe pour punitive chez une grande partie de la population? Pourquoi on a tendance à opposer la fin du monde, donc le changement climatique, à la fin du mois, c'est-à-dire les taxes et le pouvoir d'achat? On en parle avec vous, Esteban Rania aussi? Oui, avec vous et avec vous surtout sur les réseaux sociaux, sur le Twitter, sur le Facebook, sur sudradio.fr et puis surtout au téléphone, vous nous appelez 0826 300 300. On est toujours avec Justine Rex pour son livre La poudre aux yeux, enquête sur le ministère de l'écologie. Appelez-nous 0826 300 300. Percoff dans tous ses états, midi 14h, Jean-Marie Bordry. Le ministère de l'écologie est-il celui de l'impossible? On en parle avec notre invitée, la journaliste Justine Rex, auteure de ce livre, La poudre aux yeux, enquête sur le ministère de l'écologie, publié chez Lattès. Qu'est-ce qui est impossible? Est-ce qu'il est possible de concilier l'écologie et le pouvoir d'achat? Revenons sur les gilets jaunes. Vous avez vraiment couvert en longueur d'ailleurs le mouvement des gilets jaunes. Vous avez collectionné les ronds-points et on va se rappeler d'abord la genèse du mouvement des Gilets jaunes. C'est quoi la genèse du mouvement des Gilets jaunes? C'est l'écologie? Souvenons-nous, c'est l'écotaxe. En effet, c'est vrai que ça a duré tellement de longs mois et après, il y avait tellement de revendications que on avait oublié le point de départ qui, en fait, après, a fini par sauter. Mais c'était l'écotaxe où le principe, c'était on va taxer les gens directement à la pompe, monsieur et madame tout le monde, qui était déjà une proposition qui était recyclée, qui est née durant les bonnets rouges. Absolument. On se souvient, en 2013. C'était en Bretagne, ça visait que les camions d'ailleurs, si je me souviens bien. Il y a eu des portiques écotaxe un peu partout, ils existent toujours d'ailleurs en France, ils servent à rien. Et finalement, c'est Ségolène Royal qui a décidé l'abandon de l'écotaxe. Bon, donc du coup, les gilets jaunes, on peut dire 300 000, on l'a estimé, les forces de l'ordre les ont estimés à 300 000 pour le premier acte en tout cas du mouvement des gilets jaunes, sont largement sortis contre la hausse du prix du carburant. Là, on avait quoi? Une taxe écolo concrètement qui renchérissait le carburant. Je dirais pas que c'était vraiment une taxe écolo. Alors dans le sens où elle n'était pas redistributive. Moi, c'est vraiment ça. C'est là où est née vraiment ma réflexion sur le ministère de l'écologie, où je me suis dit, mais comment c'est possible qu'une mesure écologique ne prenne pas en compte les gens, les Français, et que, en effet, monsieur et madame tout le monde se sentent vraiment punis par une mesure écologique, et je les comprends. C'est-à-dire que tout le monde certaines personnes ont besoin de prendre leur voiture. Quand on est en dehors de Paris, on n'a pas le métro. Et du coup, pour aller au travail, comment on fait? En effet, on est pénalisé dès qu'on a de l'essence. Donc, pour le coup, c'était pas une mesure redistributive puisque on était juste taxé et ces taxes n'allaient pas être redistribuées vers ces personnes. Donc, on vous taxait au plein, mais on vous finançait pas en échange pour prendre un autre véhicule moins polluant. C'était pas un bonus-malus. Qui avait eu cette idée? Pour l'écotaxe, clairement c'est né de Macron. Et clairement c'est pas une mesure écolo, c'est clairement né de Bercy où l'idée c'était de renflouer les comptes. Donc par moment vous avez des mesures présentées comme écologiques mais qui ne viennent pas du ministère de l'écologie. C'est le problème d'ailleurs de tous ces ministres, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de porter le chapeau pour des mesures qu'ils n'ont pas demandées. Exactement. Donc ça servait à quoi? Ça servait plus à renflouer les caisses de l'État? Bien sûr, puisque si ça avait été vraiment une mesure environnementale, il y aurait eu une mesure redistributive où il y aurait eu en effet un bonus
bonus-malus pour que les gens puissent après essayer d'acheter une voiture verte, ou en tout cas, il y aurait eu cette taxe aurait été redistribuée ailleurs pour une mesure écologique, ce qui n'était pas le cas. Et ça veut dire que le ministère des Finances, par exemple, a tendance désormais à se servir de l'écologie pour créer de nouvelles taxes. Alors là, le problème, c'est qu'avec les Gilets jaunes, je pense qu'ils vont pas refaire ça d'ici. Mais c'était une tendance, et c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Maintenant, vous les avez rencontrés, les Gilets jaunes, vous avez vraiment été dans tous les ronds-points. Qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Alors, durant les 9 premiers mois des Gilets jaunes, tous les samedis, j'étais sur les ronds-points. J'ai fait le tour de France. Plus autant qu'Éric Drouet, presque. Probablement. Et c'est sûr qu'il y avait vraiment un désespoir, en fait. Un désespoir où les gens, en fait, à la fin, parlaient d'écologie. En fait, au début, il y a une vision parisiano-centrée des Gilets jaunes qui était c'est des anti-écolos. Non, en fait, c'est juste des gens qui n'avaient pas, qui n'avaient pas assez, en fait, pour payer ces taxes et qui comptent en fait leurs sous pour les fins de mois en fait. Et à ce moment-là en fait, j'étais désespérée parce que je me disais mais c'est pas possible en fait de faire une politique environnementale et de penser aux gens en fait, aux Français. Donc eux ils l'avaient prise de plein fouet cette taxe et concrètement ils avaient l'impression que l'écologie ils la prenaient quoi qu'il arrive de plein fouet, l'écologie punitive. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est une caricature qu'on a laissé s'installer? Alors en fait les personnes que j'ai interviewées c'est très marrant parce qu'il y en a certains qui sont pour le terme écologie punitive, d'autres qui sont contre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent punir. Exactement. Mais il y a une vision, dans tous les cas, élitiste au niveau de l'écologie. C'est-à-dire ces gens, alors je ne vais pas forcément vous demander les noms, mais quel est leur profil? Quelles sont les personnes qui vous ont dit, écoutez, c'est normal, de toute façon, ils roulent au gasoil ou à l'essence, ils polluent, ils n'ont qu'à payer? Généralement, ça va être des membres de gouvernement, des anciens membres de gouvernement, qui ne réalisent pas, en fait, tout simplement les réalités. Quand on a actuellement quand même une ministre de l'écologie qui nous dit qu'il faut arrêter d'envoyer des mails, on se rend compte quand même que déjà, ils ne se rendent pas compte comment on peut vraiment réduire le réchauffement climatique et être utile, et surtout ils se rendent pas compte à quel point certaines mesures impactent le quotidien des Français, mais drastiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on retire par exemple les chauffe-eau sur les terrasses, c'est une mesure qui peut nous embêter mais qui va pas empêcher de vivre les gens. Si on empêche les gens d'aller à leur travail, comment ils font? Mais oui, effectivement, et ça c'est ce qui s'était déclaré. Donc c'est plutôt des hommes politiques qui ont tendance à pas saisir les conséquences sur la vie quotidienne. Ça veut dire que c'est pas un problème. Le terme écologie punitive, ça a été surtout employé en premier par Ségolène Royal, qui du coup était ministre de l'écologie. Et après c'est quelque chose qui est resté et qui en plus fait du mal généralement aux mesures écolo, puisque par exemple quand on augmente le paquet de cigarettes, on va pas dire oui c'est le tabac punitif, c'est de la santé punitive, parce que c'est supposé être pour notre bien. Sauf que là en fait je comprends le principe d'écologie punitive dans le sens où les gens se sentent vraiment punis et on les empêche de vivre convenablement. Sans leur permettre de changer de voiture par exemple ou de passer à l'électrique ou voire demain à l'hydrogène. Tiens, l'hydrogène ça évoque aussi quelque chose qui s'est passé probablement après l'écriture de votre livre. Parlons du ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari qu'on a reçu plusieurs fois d'ailleurs sur Sud Radio. Il était ministre des Transports, il a beaucoup fait pour développer la filière de l'hydrogène et finit par partir dans une entreprise qui s'appelle Opium et qui conçoit une voiture à hydrogène d'extrêmement bonne qualité probablement, qui est made in France. On peut parler peut-être du pantouflage. Oui, bien sûr. Et ça concerne le ministère de l'écologie aussi. Bien sûr, bien sûr. Et ça concerne même les députés qui, du coup, votent quand même pour les lois. Corinne Lepage me racontait qu'elle avait eu un débat assez âpre avec un député qui lui disait « Mais non, je ne peux pas voter pour cette loi qui était une mesure qui a impacté l'automobile parce que c'était un ancien de l'industrie automobile. » Donc il est évident que les allers-retours, en fait, le va-et-vient de public à privé, privé-public, ça a des impacts en fait, c'est évident. Alors en quoi ça serait, par exemple, des impacts néfastes? Il n'est pas forcément inutile, de voter, de connaître le secteur ou l'industrie automobile quand on vote une mesure qui va l'impacter directement. Le problème, c'est quand il y a un conflit d'intérêts généralement. Et comment on fait la différence entre les deux? C'est là que c'est assez difficile. Je parlais de Jean-Baptiste Djebbari. Effectivement, il a d'abord soumis son pantouflage, on peut le dire comme ça c'est un terme légal d'ailleurs, c'est-à-dire son départ dans une entreprise qui conçoit une voiture à hydrogène, et ça a été accepté sous réserve, mais ça a été accepté, donc ça ne pose pas de problème de conflit d'intérêt. Donc en quoi c'est forcément un problème? Où est la différence entre je vais reformuler la question, où est la différence entre le conflit d'intérêt finalement et celle du choix de carrière?
Aujourd'hui, par exemple, dans le ministère de l'écologie, il y a plein de gens qui voient le ministère de l'écologie comme un moyen de rebondir professionnellement. Parce qu'ils savent qu'ils vont pas faire particulièrement grand-chose, mais qu'ils auront plein d'autres... grand-chose, c'est-à-dire pas fait grand-chose dans le sens où il y a quand même des ministres qui disent clairement, type François de Rugy, en arrivant, de toute manière, il me reste peu de temps, je sais que je vais pas réussir à faire grand-chose. Et ils savent très bien, ils connaissent le terme ministère de l'impossible de Robert Poujade, ils savent très bien que ça va être un ministère qui va être compliqué. Donc ils viennent faire de la com. Pour certains, oui. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre La poudre aux yeux. C'est ça. Donc, ils viennent faire de la communication. Est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle, par moment, l'écologie est, prise directement par d'autres ministères ou alors par le Premier ministre? On peut se souvenir d'ailleurs d'un épisode assez marquant, c'est la COP21. Ça n'a pas été vraiment porté par la ministre de l'Environnement, ça a été porté par Laurent Fabius, qui était le ministre des Affaires étrangères. Donc, finalement, l'écologie, ça concerne tout le monde. Bien sûr, mais on pourrait très bien se dire, aujourd'hui, c'est quoi le sens du ministère de l'écologie? Pourquoi il y a un ministère de l'écologie alors que ça touche tout en fait? On pourrait très bien dire il y a des cours sur le recyclage dans l'éducation nationale, on pourrait dire que ça touche bien sûr les transports, ça touche tous les domaines. Donc par exemple, il y a des ministres qui me disaient faut le supprimer, ce ministère. Et c'est une question que vous avez posée à tous vos interviewés. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce ministère? Le sondage donne quoi? Ils sont pas d'accord. Alors qu'ils ont quand même eu le même poste. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y en a certains qui vont dire faut le supprimer, il faut le mettre partout. Certains qui vont dire non, il est beaucoup trop tôt pour mettre de l'écologie partout. Déjà, on a un ministère, il est faible. Alors là, si on le dissémine un peu partout, il y aura encore moins de force de frappe. Et d'autres qui disent il faut un Premier ministre écolo. Un Premier ministre écologiste aussi, pourquoi pas. Bon, merci beaucoup en tout cas Justine Rex. Merci à vous. Pour ce livre, vous continuez d'ailleurs à nous écouter sur Sud Radio. Je rappelle la référence de cet ouvrage, La poudre aux yeux, enquête sur le ministère de l'écologie. C'est publié chez Lattès. Esteban, 0826 300 300. Oui, vous continuez à nous appeler puisque c'est vous qui allez poser vos questions directement à Justine Rex et puis vous continuez à commenter, à nous écrire sur le Facebook de Sud Radio, sur le Twitter, sur le YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous écouter. On vous en remercie. En tout cas, c'est Justine qui vous répondra à vos questions, mais pour ça, 0826 300 300, à tout de suite. Berkov dans tous ses états, midi 14h, Jean-Marie Bordry. Vous êtes toujours dans Berkov dans tous ses états sur Sud Radio avec notre invité Justine Rex, journaliste, auteur de La poudre aux yeux, enquête sur le ministère de l'écologie. C'est publié aux éditions JC Lattès. Et puis nous sommes avec Pierre de l'Ain qui a composé le 0826 300 300. Pierre qui a une société dans l'environnement et qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Monsieur Bordry, bonjour Madame Rex. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous aviez une question à poser notamment à Justine Rex. Oui, mais je vais vous donner quelques faits et je vais me permettre d'applaudir vraiment chaudement Madame Rex parce que quand il y a du journalisme aujourd'hui, c'est très bien, c'est tellement rare, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, déjà, il faut dire quand même que les gens qui parlent du climat, de l'environnement, se rendent à Davos en jet. Ça, c'est quand même, c'est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc ça, c'est une des premières remarques. Quand on a un gouvernement qui dit qu'à l'horizon 2025, on va recycler 5% des plastiques, c'est juste qu'il ne connaît pas le métier et qu'il ne connaît pas les problématiques des plastiques. Les problématiques des plastiques, aujourd'hui, on sait en faire de l'énergie avec les plastiques. Et les problématiques, ce sont sur les plastiques multicouches, beaucoup de choses qui sont très complexes et qui sont les plastiques du quotidien que l'on a chez nous. Ensuite, quand on parle de faire de l'énergie avec les plastiques, il y a des lobbyistes, des lobbying qui vont pas aller dans le bon sens et en fait ça bloque pas mal de choses. Et alors au niveau des gilets jaunes, quand on parle des zones ZFE, j'espère que vous allez tous pouvoir faire des crédits et changer vos véhicules parce que sinon bientôt plus personne ne pourra entrer dans les centres-villes. Vous parlez des zones à faible émission qui vont ou qui ont déjà commencé à entrer en vigueur dans un certain nombre de grandes agglomérations. Alors vous, tiens, j'aimerais, Pierre, vous disiez que vous aviez une société dans l'environnement, vous faites du recyclage de plastique si j'ai bien compris? Non, moi je travaille dans l'environnement, je veux pas trop m'étaler sur mon activité. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est compliqué dans l'environnement aujourd'hui et que la façon dont la crise avec l'Ukraine est gérée, ça laisse pas entrevoir de belles choses dans l'industrie et dans pas mal de choses. Moi je pense arrêter ma société d'ici quelques mois, vraiment. Restez avec nous en tout cas. Puisque vous allez échanger avec Justine. Je suis habitué, j'appelle souvent. Moi, la question, elle est très simple, puisque au final, moi, je me considère comme un particulier, et je me dis que tant que l'écologie sera punitive pour les particuliers, cela ne fonctionnera pas. Qu'en pensez-vous ?
Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est justement cette dissonance entre ce qu'on demande aux Français et ce que les politiques généralement font. Moi, je pense notamment à Nicolas Hulot, qui, on se souvient, a pleuré lors de son départ, lors de sa démission, mais qui avait quand même 9 véhicules différents, aucun qui, bien sûr, était considéré comme vert. Donc, en effet, aujourd'hui, je peux comprendre en tout cas ce que vous dites dans le sens où on a cette impression qu'on nous demande beaucoup d'efforts, mais par derrière, ceux qui devraient montrer l'exemple ne le font pas. Et d'ailleurs, pour ce qui est de cette écologie punitive, il y a des études qui sont très intéressantes qui montrent que si par exemple tous les Français faisaient le plus d'efforts possible, c'est-à-dire presque plus prendre l'avion, ne plus manger de viande, se reconfiner. Exactement, c'est à peu près ça. Et en fait, on réussirait à faire que un quart de ce qu'on doit faire pour atteindre les accords de Paris. Donc, ça veut dire que ça passe aussi par l'État. Ça passe au-dessus, et c'est pas seulement aux Français. Ça commence bien sûr par nous, mais c'est pas seulement les Français qui vont permettre de changer les choses. Pierre nous disait qu'il était très pessimiste. Est-ce que vous partagez ce pessimisme ? Non. Après, c'est vrai que... Vous forcez à répondre non. C'est-à-dire vous répondez non avec le sourire, en disant je devrais, mais je vais faire en sorte de dire non. Non, mais c'est vrai qu'au bout de 2 ans d'enquête sur le sujet, forcément, on en ressort un petit peu impacté. Moi, j'ai été assez déprimée à la fin de cette enquête où on se dit, finalement, ceux qui nous gouvernent n'en ont clairement que faire. Mais j'essaye de pas rester pessimiste, sinon je vais mettre dans un coin en boule chez moi et je bougerai plus. Je pense que on peut aussi faire des choses chacun de notre côté et aussi exercer une certaine pression, mais c'est pas suffisant. Tiens, Pierre, vous nous parliez d'écologie punitive. Tiens, donnez-moi un exemple d'écologie punitive, qu'on discute de ça, parce que c'est vrai que c'est le nœud du problème. Pierre ? Ne serait-ce que quand vous avez des restrictions sur les autoroutes concernant la vitesse, je veux bien, mais quand on parle de fuel lourd dans les bateaux, ça personne n'en parle. Voilà, donc ça c'est une réalité. Et moi je voudrais dire que l'écologie, c'est pas un sacerdoce, faut pas aller trop loin non plus, mais l'écologie, ce sont nos gestes du quotidien. Moi, je n'arrose pas mon jardin en pleine journée, j'attends la nuit, j'ai des gouttes à gouttes pour mes fruits et légumes, je recycle mes déchets, même si je sais qu'il y a certaines choses qui ne le sont pas. Vous voyez, une barquette de jambon, j'enlève l'opercule de dessus, je les sépare. Bon, je connais mon métier, mais ce que je veux dire, c'est que l'écologie, c'est aussi ce qu'on est capable de faire au quotidien. Et c'est du bon sens avant tout. Et je ne crois pas qu'on soit géré par des gens qui ont du bon sens aujourd'hui. C'est ça le vrai problème. En tout cas, j'espère que votre potager n'a pas pris la grêle comme une bonne partie des départements français. Merci beaucoup pour votre appel, Pierre. Avec plaisir, merci. Merci Pierre. Et si vous voulez faire comme Pierre, un numéro, le 0826 300 300, et cette fois-ci direction l'ouest de la France, puisque c'est Marie Deslandes qui est avec nous. Et Marie qui a une question pour nous. Bonjour Marie. Oui, alors bonjour à vous. Bienvenue. Alors, je voulais vous dire que l'écologie, à l'heure actuelle, a 2 énormes problèmes qu'ils ne veulent absolument pas aborder parce que ils ne savent pas quoi dire, ils sont très lâches. D'abord, la dépendance énergétique. Ils militent contre le nucléaire et à l'heure actuelle, on voit ce que cela donne en Europe pour la dépendance énergétique. L'Allemagne est vraiment prise de plein fouet dans son économie et cela se fera sentir plus particulièrement l'année prochaine. D'autre part, ils sont pour la voiture électrique, mais ils ne veulent pas dire que le cobalt vient du Congo et est exploité dans des conditions abominables. Ils ne veulent pas dire que le lithium dont on a besoin pour les batteries viendra probablement du Mali, mais sûrement pas de la Serbie parce que ça manifeste beaucoup. Et ils ne veulent pas dire qu'en France, on a des gisements de lithium qu'on pourrait exploiter, mais ils préfèrent être suffisamment lâches et se taire en faisant venir toutes ces matières premières de l'étranger en fermant les yeux. C'est ce que je reproche aux écologistes à l'heure actuelle. Ils sont dans une impasse et ils se défilent. Bien, écoutez, le message est passé. En tout cas, ma chère Marie, merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300. Plusieurs aspects soulevés d'ailleurs, Justine. Oui, bonjour. Oui, en effet, c'est très intéressant et je vous invite en fait à lire une enquête qui s'appelle La guerre des métaux rares, qui est très intéressante, qui en effet démontre que tout ce qui est véhicules verts, généralement du coup électriques, sont très polluants en fait. C'est des métaux lourds en effet qui sont pas du tout prélevés dans les bonnes conditions et qui polluent
les sols durablement. Donc je comprends ce que vous dites. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, quand on regarde concrètement quelles sont les solutions, on a un peu l'impression que c'est un peu la peste ou le choléra. Donc il est évident que je comprends que on a cette impression aussi qu'on nous montre du coup qu'une vision qui est positive du coup de ces véhicules où on se dit bon bah voilà ça pollue pas du coup forcément l'air, alors qu'en fait ça pollue par derrière. Mais justement, j'aimerais qu'on s'arrête tous les trois là-dessus. D'ailleurs, on a parlé un peu à l'instant avec Pierre aussi des zones à faible émission. Dans les zones à faible émission, vous pourrez circuler avec des véhicules électriques, par exemple. Ça ne pollue pas, faible émission de CO2. C'est ça que ça veut dire. Sauf que on sait que la production du véhicule électrique pollue énormément. En Mongolie intérieure, par exemple, ça c'est en Chine où on extrait un certain nombre de terres rares. Donc du coup, à quoi bon pour préserver la planète, pour lutter contre le changement climatique, passer des véhicules thermiques aux véhicules électriques qui eux-mêmes polluent lorsqu'on les produit? Alors, le choix, je ne suis pas une nouvelle fois représentante de l'écologie du gouvernement, mais le choix que moi je comprends, c'est que aujourd'hui, la priorité, c'est du coup la pollution de l'air, et du coup, quitte à polluer les sols. Quitte à polluer les sols. Donc on repousse on change de pollution. Exactement. En fait. Mais c'est toujours ça, c'est toujours repoussé à plus tard en se disant bon bah voilà. D'où votre pessimisme. Exactement. Même si vous avez du mal à l'admettre publiquement quand même. Et c'est vrai que c'est assez triste. D'autant plus d'ailleurs, vous avez dû voir aussi ces reportages, Marie, les conditions de travail des ouvriers dans les mines en Mongolie intérieure, en Chine, sont absolument épouvantables. Merci de nous avoir appelés au 0826 300 300. Esteban. Oui, merci beaucoup Marie. On était dans les Landes puis on passe au Pays Basque, puisque c'est César qui a composé le 0826 300 300. César, je crois que vous avez une question pour Justine Rex, notre invitée. Et il y a du vent dans le Pays Basque apparemment. Bonjour César. Bonjour, alors moi je suis dans un petit couloir, il n'y a pas de vent et tout se passe très bien. On est ravis de vous accueillir en tout cas César. Merci beaucoup. Alors l'écologie est un sujet très intéressant, donc je suis très content qu'on ait encore sur Sud Radio des intervenants qui parlent d'écologie, parce qu'à force d'en parler, on va finir par y arriver. Je voudrais juste dire une chose, en fait, mon sujet, c'est la remarque que je voudrais faire à la personne qui est là, Madame Rex, si j'ai bien compris. C'est la responsabilisation du peuple. Il y avait un président qui s'appelait John Fitzgerald Kennedy qui a dit cette phrase très connue: ne vous demandez pas ce que le gouvernement peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous, le peuple, vous pouvez faire pour le gouvernement. Et en fait, c'est ça dont je voudrais parler aujourd'hui. On est à une époque très compliquée, très complexe sur le plan économique, c'est-à-dire qu'on a des milliardaires. Aujourd'hui, on n'a plus seulement des millionnaires, on a des milliardaires. Et on a du coup, vous l'imaginez bien, vous savez ce que c'est que, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que des milliards d'euros, mais lorsqu'on les a sur son compte, mais on a des lobbies aujourd'hui. On aimerait bien, hein, mais... Non, mais vous imaginez bien ce que ça veut dire. Lorsque vous avez des milliards d'euros sur votre compte, imaginez la puissance financière que ça représente en termes de lobby, voire en termes de corruption. Avec des milliards, on peut corrompre aujourd'hui des hommes politiques, c'est pas rien du tout. Et que ce soit à l'international ou au niveau national, il faut vraiment comprendre aujourd'hui que c'est la monnaie qui influence. On n'est pas en guerre, mais on a une bataille économique. Et en tout cas, je crois que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et donc, ce que je veux dire, c'est, je pense qu'il faut qu'on s'organise en tant que peuple. Vraiment, comme le dit Laurent Berton, il faut qu'on arrête d'attendre que les gouvernements fassent des choses pour nous. Il faut que nous, on se responsabilise et qu'on soit lucide que si on s'organise ensemble avec un même peuple, on va faire plier les gouvernements et on va réussir aussi à attendrir ces fameuses personnes qui sont beaucoup trop riches. Et c'est en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On va rester sur cette note on va rester sur cette note, César, d'attendrillissement. Je trouve que c'est une jolie conclusion à ce raisonnement. En tout cas, vous disiez plusieurs choses. Il y a un décalage. Alors, vous avez parlé de corruption. Tiens, il y a parfois un soupçon de corruption généralisée. Les gilets jaunes que vous avez croisés ont dû vous en parler aussi, Justine Rex, lorsque vous faisiez la tournée des ronds-points. D'abord, est-ce qu'on en parle? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça existe dans les arcanes du ministère? Ou est-ce que ça relève largement d'un fantasme? Alors, j'ai pas du tout travaillé sur le sujet, donc je saurais pas vous dire. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'en effet, il y a une défiance de la part du public concernant le monde politique, et en effet, un manque de transparence. Donc, c'est aussi pour ça qu'on en arrive à là. Et je comprends aussi l'énervement des Français, dans le sens où, en fait, il y a plein d'études qui nous montrent en fait que les Français sont intéressés par l'écologie. Donc, voilà, comme César nous l'explique, puisque les études montrent que c'est 45% des Français qui ont l'impression de faire quelque chose au quotidien pour l'écologie. Et que c'est dans leurs 3 préoccupations à l'année.
quelles que soient les années, même en période Covid. Donc pour le coup, je comprends qu'à la fin de chaque mandat, on a cette impression que c'est un sujet qui est complètement oublié. Sauf que vous le disiez vous-même, Justine, il y a quelques minutes, vous expliquiez, oui, on peut tous faire quelque chose et on doit tous faire quelque chose à notre échelle, sauf que une bonne partie du problème, ça relève de l'État. C'est-à-dire que concrètement, même quand César nous dit il faudrait que nous on s'organise et qu'on se prenne en main, ça ne suffirait pas. C'est pas assez. Non, c'est la politique. C'est le début, mais c'est pas assez. C'est à peine un quart de ce qu'il faut. Ouais. Autre reproche qui est parfois fait, notamment aux différentes politiques écologiques et notamment à celles qui visent à repousser, voire on l'espère, mais c'est compliqué, à empêcher le changement climatique, ce serait que ça ne sert à rien de faire des efforts à l'échelle de la France dans la mesure où, concrètement, si la Chine ne nous suit pas, si les pays du tiers-monde ne nous suivent pas, et si les autres pays ne le font pas, on aura fait des efforts pour rien. Oui, en effet, c'est une critique assez régulière en se disant, finalement, nous, on est une goutte d'eau dans l'océan et on ne représente pas les gros pollueurs. Alors déjà, c'est assez faux dans le sens où, en fait, on ne pollue pas en France, mais si on prend en compte tout ce qu'on a, tout ce qui arrive en France, en fait, déjà, ça monte beaucoup plus. En gros, on polluerait beaucoup moins si on ne consommait que français. Exactement. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, aujourd'hui, si quelqu'un ne s'y met pas, personne ne va commencer. C'est-à-dire que si on attend que le voisin s'y colle, en fait, il va falloir attendre qu'il y ait la montée des océans et que vraiment le réchauffement climatique frappe à notre porte pour s'en inquiéter. Sachant qu'il a déjà commencé. Exactement. 0826 300 300. Continuez à nous appeler, Stéban ? Oui, continuez à nous appeler, à réagir sur les réseaux sociaux, comme sur Facebook par exemple, où on a ce message de Nad qui nous dit il faudrait vraiment revenir à une consommation plus raisonnée, arrêter de changer de portable tous les 5 minutes ou de télé. Mais encore, ce qu'il ne faut pas faire, c'est changer de fréquence radio, puisque vous êtes sur Sud Radio dans Berkhof, dans tous ses états, et puis vous nous appelez 0826 300 300. On revient dans un instant. Berkhof dans tous ses états, midi 14h, Jean-Marie Bordry. De retour dans Berkhof dans tous ses états avec Justine Rex qui est notre invitée, la journaliste auteure de La Poudre aux yeux, enquête sur le ministère de l'écologie, publiée aux éditions Lattès. Et puis vous, au 0826 300 300. Et d'ailleurs, c'est Gilles de Valence qui a composé ce numéro. Gilles qui voulait rebondir sur les voitures électriques, me semble-t-il. Bonjour Gilles. Bienvenue. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour. Un petit mot à Justine. Je savais que l'émission allait être diffusée. Du coup, je suis allé acheter votre bouquin, donc je vais le lire avec une grande attention. Merci beaucoup. Voilà, parce qu'il se trouvait que ce week-end, j'étais pas très loin dans une ville écologiste qui mène des vraies actions écologiques et j'ai trouvé le discours intéressant, mais au-delà du discours, des actions. Voilà. Oui, je vais revenir rapidement sur les voitures électriques. Et puis derrière ça, je développerai un peu sur les gens qui nous gouvernent. Je suis désolé, mais c'est quand même eux qui sont à la tête du pays. Donc quand on voit certaines décisions, c'est affolant. Voilà. Voiture électrique, on en a parlé il y a très longtemps. Les bornes électriques, dans les années 95, on en parlait déjà. Donc, voilà, ça a mis quand même près de plus de 20 ans, voire pas presque 30 ans avant d'arriver à quelque chose. Puis tout à coup, on encourage les entreprises, parce que les entreprises ne sont pas toujours responsables non plus. Je veux dire, je crois que si on veut arriver à une solution au niveau écologique, il va falloir arrêter d'opposer les gens. C'est mon point de vue, c'est-à-dire qu'il faut entendre l'écologie, il faut entendre la difficulté qu'on a avec le climat, mais pour autant, il faut entendre aussi les contraintes des entreprises, parce que derrière tout ça, il y a des emplois, il y a plein de choses, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi très vite. Donc il va falloir écouter un petit peu tout le monde et voir comment on peut travailler. Donc il y a eu comme un vent de folie, là, il y a 2-3 ans en arrière, toutes les voitures devaient être hybrides électriques, ça devait être génial, etc. Et quand on regarde un petit peu la recherche qui est faite par ailleurs, notamment sur l'hydrogène vert, sur d'autres techniques, on se rend compte que c'est un monde qui va mourir, avant, de mon point de vue, avant même de naître vraiment. Pourquoi ? Et c'est parce que de toute façon, on sait qu'on tape dans des minerais, on est en train de taper dans la planète. Il faut quand même alimenter ces voitures. Il y a d'autres solutions qui sont proposées aujourd'hui. Il y a des gens qui travaillent vraiment sur l'hydrogène vert. Ça me paraît tellement plus intelligent d'essayer de produire quelque chose à partir d'une manière renouvelable. Et renouvelable naturellement, pas renouvelable par l'artifice des centrales nucléaires, même si je sais qu'on en a besoin. Mais quand j'entends la réponse aujourd'hui, super, on va faire des centrales nucléaires. Ah ouais, à court terme, c'est bien. Mais enfin, à long terme, ça pose quand même d'autres problèmes de sécurité. C'est un autre aspect, mais on va y revenir. Tiens, vous avez raison. Restez avec nous. Et restez avec nous, justement, que Justine Rex échange un petit peu avec vous. Bon, le scepticisme sur la voiture électrique, c'est devenu vraiment quelque chose qui est assez prégnant dans l'opinion. Oui, bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, du fait que ça vient des métaux rares, qu'on utilise des ressources fossiles épuisables, forcément dans la tête des gens, et c'est compréhensible, on se dit, dans ce cas-là, on nous dit que c'est écolo, et par derrière, ça pollue. Donc, bien entendu que c'est entendable. Aujourd'hui, il y a des différentes solutions, heureusement, qui sont en train d'être creusées. Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, l'hydrogène vert, c'est en cours, mais c'est pas le cas.
En tout cas, on n'est pas encore prêt, surtout, à commercialiser des voitures à hydrogène. Et ça fait partie du problème. Vous vouliez aussi revenir, Gilles, sur la politique. Alors, on va essayer d'aller assez vite parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent. Allez-y. Très rapidement, moi, ce que je voulais dire, c'est que la recherche, elle a à la fois ce danger, cette qualité, c'est qu'elle devient exponentielle. Et effectivement, l'hydrogène vert, c'est pas prêt. Maintenant, vous avez quand même des voitures au Japon qui roulent à l'hydrogène. Oui. Vous avez des épons. Ça va aller très avance. Vite. Voilà. Moi, ce que j'aimerais un jour, pour parler politique, c'est qu'on ait à la tête des gouvernements des gens qui pensent à l'intérêt général. Voilà. Qui pensent enfin à l'intérêt général. Quand ils vont orienter quelque chose, quand ils prennent une décision, qui se posent vraiment la question de savoir si ça apporte du plus à la majeure partie de la communauté. Aujourd'hui, on voit absolument pas ça. Et pour revenir sur les lobbies, etc., moi, je me mets à la place des lobbies. Quand vous avez des gens qui sont pas capables d'avoir certaines valeurs, une certaine distance, qui sont influençables, mais moi, si j'étais lobby, je ferais mon boulot, ne vous inquiétez pas. Donc c'est aussi une question d'attitude, c'est une question de courage politique, c'est une question d'intégrité et puis d'intelligence pratique. Et moi, ce que je vois depuis la crise Covid, je suis cash avec vous, c'est bien de soigner, d'injecter des produits dans les gens. Non, mais je discute pas de ça. Mais enfin, il y a quand même des boîtes qui font de la recherche sur le traitement de l'air, par exemple. On n'en a jamais entendu parler. On pourra continuer à revenir. En tout cas, j'ai bien compris votre appel. Donc, moi, j'aimerais avoir des gens, hommes et femmes politiques, qui soient des gens qui arrêtent de dire des âneries et de se contredire tous les 3 mois. Ça, on a le droit, après tout, de vouloir tout ça. C'est mon point de vue. Mais il est passé. C'est important, parce que sur la question écologique, on avancera quand on aura des gens qui prendront vraiment ce problème de l'écologie à cœur, en se disant qu'est-ce qui va être bon pour la population. Pour tout le monde. Et on va rester là-dessus d'ailleurs. Merci beaucoup Gilles pour le message qui est passé au 0826 300 300 depuis Valence. Vous avez acquiescé, Justine Rex, quand vous avez entendu le mot intérêt général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait défaut aujourd'hui? Oui, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. C'est quand l'intérêt particulier supplante l'intérêt général. Et ce que disait Gilles était intéressant dans le sens où il y a des vraies contradictions entre les postes et vraiment les ministres. Par exemple, Amélie de Montchalin, je me suis intéressée forcément à elle quand elle est arrivée. Et pour rappel, elle avait voté contre l'interdiction du glyphosate, l'arrêt de l'incitation à l'huile de palme, l'indemnisation des victimes de pesticides ou encore l'interdiction des pesticides à proximité des habitations. Forcément, on comprend qu'il y a un petit peu de contradictoire. Oui, effectivement, c'est un peu compliqué. Esteban Rania, 0826 300 300. Vous êtes beaucoup à nous appeler. Et puis, c'est Damien qui a composé le 0826 300 300. Damien qui est dans le Vaucluse. Bonjour, Damien. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci et bonjour tout le monde et bonjour aux éditeurs, fidèles auditeurs. Moi, j'en peux plus d'entendre ce faux postulat de dire que le CO2 est responsable du réchauffement climatique. C'est insupportable. C'est simplement une économie qui a été mise en place par Al Gore quand il a créé sa bourse au CO2 après son film Homme. Et ça, on joue là-dessus et tout un lobby est monté autour de ça et ça devient scandaleux et la corruption va avec ça. C'est pas le CO2 le réchauffement climatique. Ok, il participe certainement, mais ce n'est pas que ça. Ça, c'est un débat, on est d'accord, mon cher. C'est un débat, en tout cas, qui pourtant a été assez tranché par un certain nombre de scientifiques et une écrasante majorité. Ceci dit, et ça, vous avez raison aussi de le soulever, il y a toujours une partie de la population, vous en faites partie, qui n'est pas d'accord et qui en doute. Et ça, d'ailleurs, c'est un enjeu aussi politique. Comment on fait, justement, pour convaincre, Justine ? Ça passe par plein de points, ça passe aussi bien sûr par l'école. Après l'idée c'est bien sûr aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre qu'on remette en doute le réchauffement climatique. Bien entendu que le réchauffement climatique, c'est le climat. Donc bien entendu que ce n'est pas lié que au CO2, c'est lié à plein d'autres choses. On parlait tout à l'heure des métaux rares, mais on ne peut pas remettre en doute le fait qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il est dû à l'homme majoritairement. Peut-être qu'il y aurait eu un réchauffement climatique, et il y a des scientifiques qui le disent, sans l'homme, et ça a déjà été le cas avant notre arrivée sur Terre, mais aujourd'hui, on ne peut pas remettre en doute le fait que le CO2 est négatif pour nous et pour la biodiversité. Ça a finalement été tranché, en tout cas, très largement. On continue, 0826 300 300. Oui, ça appelle comme Isabelle de Paris qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Isabelle. Salut Isabelle. Oui, bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Oui, très bien, merci. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Oui, alors je voulais apporter un commentaire. Ouais. Donc j'ai vu que l'ONU indique que 10% des ménages les plus riches du monde
représentent à eux seuls jusqu'à 45% des émissions totales de gaz à effet de serre. Alors, je voulais dire que moi, je suis d'accord que tout le monde doit faire un effort. Et moi, à mon niveau, j'essaye vraiment de contribuer. Mais quand on voit ce chiffre-là et le rapport 10% qui consomme 45% des émissions à effet de serre, je pense qu'il y en a certains qui doivent faire beaucoup plus d'efforts. Et ça, je pense qu'on ne nous le dit pas assez. Parce que avant de lire ça, moi, je l'ignorais. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Voilà. Et donc, j'invite les écologistes et toutes les ONG, etc., peut-être à se pencher davantage là-dessus. Parce que, sinon on ne va pas y arriver. Hein, vraiment, il y a des gens qui consomment très peu, qui font attention à chaque euro pour se chauffer et autres. Et c'est pas normal que certaines personnes qui ne représentent que 10% puissent faire ça. Mais le message est passé. Ça me fait sourire, vous savez quoi, Isabelle, parce que ce matin sur Twitter, et oui, il existe un compte Twitter qui regarde ça. Vous avez le compte Twitter sur l'avion de Bernard Arnault qui révélait que Bernard Arnault a fait un trajet de 10 minutes en jet privé en Angleterre hier, je crois. Comme quoi ce genre de choses arrive, vous voyez, Isabelle. Merci de nous avoir appelés au 0826 300 300. La conclusion, on va la faire avec vous, ma chère Justine. Est-ce que tout le monde peut faire quelque chose? Vous voyez ce qu'elle dit, Isabelle, c'est que les riches devraient commencer. Bien sûr, mais ça commence par tout le monde. Je pense qu'il ne faut pas rejeter la faute sur son voisin. Donc, faut pas attendre que notre voisin au niveau des pays commence. Faut pas attendre que notre voisin riche commence. Faut pas attendre que notre voisin qui n'a pas les moyens commence. C'est à nous tous de commencer. Et aussi, bien sûr, à l'État. C'est pour ça que j'avais écrit ce livre. Par exemple, Jean Castex qui est parti voter en jet privé alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui on peut voter autrement et demander à quelqu'un de voter pour soi. Donc, bien entendu, qu'on peut aujourd'hui tous agir et aussi réclamer aux hommes et aux femmes politiques de s'investir réellement dans l'écologie environnementale. Et maintenant que vous avez terminé cette enquête, vous n'allez pas y couper. Faut le supprimer ou pas, ce ministère? Quelle question. Mais j'arrive pas à me décider. Je pense que normalement il faudrait le supprimer, mais vu les politiques qu'on a aujourd'hui, mieux vaut pas. Mieux vaut pas? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ce ministère est faible. Il a un budget très petit, ça on n'en a pas parlé, mais très rapidement, c'est 11% de budget alloué que j'ai calculé sur l'année dernière. Pour vous comparer, c'est 20% d'éducation nationale. Donc c'est vraiment petit. Si on le supprime, je pense aujourd'hui, vu que c'est pas la priorité de la politique française, que la voie de l'écologie sera encore moins portée à l'intérieur du gouvernement. Exactement. Donc à court terme, en tout cas, il faut le garder. Qu'est-ce qu'on pourrait faire rapidement, en un mot, à court terme? À court terme, demander par exemple à la Première ministre vraiment de rendre compte et d'avoir des comptes à rendre sur, par exemple, le respect de l'accord de Paris. Ça, tout simplement, déjà, à la fin de son mandat, avoir respecté l'accord de Paris, ce serait déjà pas mal. On rappelle que la France a été condamnée pour inaction climatique. Merci beaucoup d'être venu chez nous sur Sud Radio, Justine Reck. Je rappelle ce livre, La poudre aux yeux, enquête sur le ministère de l'écologie. C'est publié chez Lattès. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Berkoff revient demain, vous inquiétez pas, il va très bien, il est en pleine forme. Il arrive, mais en attendant, on va retrouver Brigitte Lahaye, Esteban. Oui, on va retrouver Brigitte Lahaye et son invité sur la question, quelle est la durée nécessaire du coït? Alors pas trop court, pas trop long. En tout cas, vous entendrez que les femmes ne sont pas toujours du même avis, d'où l'utilité de communiquer dans le couple. Brigitte Lahaye reçoit Bruno Martin, le psychanalyste, auteur de L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment les hommes et les désirent.